Espace TV, le 22h. Mardi 24 décembre 2019, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une semaine après le retrait de 7 commissaires de la CENI du processus électoral, le président Salif Kébé sort de son silence et contre-attaque. Le président de la CENI, face à la presse ce mardi, a répondu aux accusations portées contre son institution et contre sa personne. Pour lui, les commissaires partis ne maîtrisent pas les questions électorales. Vous l'entendrez dans ce journal. L'opposition guinéenne a annoncé sa volonté de ne pas participer aux élections du 16 février prochain dans les conditions telles que définies. Cette décision n'est pas partagée par tous les partis. L'UMP, le RRD et même la Guinée debout de Siakabari ne sont pas d'avis avec cette position de l'UFDG, de l'UFR, du BL et de bien d'autres partis politiques de l'opposition. Ces partis entendent aller aux élections. Sapin de Noël, bonnets rouges et bruches, plusieurs dizaines de cheminots grévistes se rassemblent devant la gare des Aubrais, près d'Orléans, pour fêter Noël autour d'un banquet. Restez mobilisés contre la réforme des retraites du gouvernement français. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Les fidèles chrétiens de Guinée se préparent à célébrer demain, 25 décembre, la fête de Noël qui marque la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mardi 24 décembre, les fidèles procéderont à des veillées nocturnes dans les églises. Demain, la fête se poursuivra avec les tout-petits dans les paroisses ainsi que dans les familles. Bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée et du monde. Place à présent aux autres faits marquants de l'actualité. Les 7 commissaires qui sont partis du processus sont tous des novices en matière électorale. Ils n'ont pas d'expérience. Ce sont entre autres les propos employés par le président de la CENI pour répondre à l'attitude de ses pairs qui ont claqué la porte la semaine dernière. Au cours d'une conférence de presse animée ce mardi, Maître Salif Kébé est revenu sur le niveau d'évolution du processus électoral et sur les multiples cas de dysfonctionnement signalés. La CENI, selon Salif Kébé, est prête à organiser les élections législatives du 16 février avec ou sans les commissaires frondeurs. Suivez ce compte-rendu que nous signent Mohamed Damarou Kamara et Lamine Assila. C'est un président de la CENI décontracté et entouré de 8 autres commissaires qui est apparu devant les journalistes. Amadou Salif Kébé a commencé par s'attaquer aux 7 commissaires frondeurs qui ont suspendu leur participation au processus électoral. D'abord, ils ont participé à la validation de tout ce qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, l'achat de logiciels ne s'est pas fait à leur insu, l'achat des machines ne s'est pas fait à leur insu, la détermination des dates ne s'est pas fait à leur insu. Toutes les missions pour organiser ces enrôlements et cette révision ont été faites avec leur concours. On finit l'enrôlement, c'est-à-dire on a fini de faire l'architecture de la maison, on a fait le soubassement, on élève les piliers. Au moment où les briques doivent être posées, vous trouvez qu'il y a dysfonctionnement. Vous devez remarquer que les 7 personnes qui sont parties de là sont tous des novices en matière d'organisation d'élections. Pour lui, le retrait n'a aucun impact sur le processus électoral. Sur les enrôlements et les cas de mineurs signalés, Salif Kébé accuse les acteurs politiques d'être en partie responsables. S'il y a des défaillances, la CENI ne peut être indexée comme la seule responsable, mais possiblement, ça va être une responsabilité collective, mais j'octroie au moins les 60 à 70% aux partis politiques parce que c'est eux qui concourent. C'est eux qui avaient intérêt de surveiller que les mineurs ne s'enrôlent pas. Le président de la CENI rassure par contre que les anomalies signalées seront corrigées et les résultats seront affichés. Si des présumés mineurs ont pu s'insérer dans la base de données, moi je vous donne la certitude aujourd'hui qu'ils seront tous retirés de là. On les extirpera tous tant qu'ils sont
Mais à ce niveau, faudrait-il le préciser, nos machines n'ont accepté aucune personne dont le papier administratif présenté était en deçà de 18 ans. Accusé d'agir unilatéralement dans la gestion de la CENI, le conférencier dément et apporte des précisions. Un président, quel qu'il soit, tu ne peux pas prendre une décision unilatérale pour mener le processus. Ça encore, c'est de l'inexpérience. Je ne prends aucune décision seule. Sur la décision de l'opposition de ne pas participer aux élections avec le fichier actuel, Salif Kébé n'a pas de commentaire, mais rappelle que la CENI à l'interne est fin prête à organiser les élections à la date indiquée, le 16 février 2020, à moins qu'un phénomène extérieur ne vienne les en empêcher, a-t-il indiqué. Accusée de privilégier des localités au détriment de certaines autres, la CENI apporte des précisions. La directrice du département fichier électoral de la CENI est revenue sur les résultats de quelques anomalies déjà corrigées. Ce sont les cas de radiation des personnes décédées. La ville de Dalaba vient en tête avec un taux élevé d'anomalies. Nous reviendrons sur cet élément au cours du journal. On nous apprend que ce n'est pas encore prêt. La décision de l'opposition de ne pas participer aux élections législatives n'est pas partagée par tous les partis politiques de l'opposition, l'UMP, le RRD et même la Guinée debout, pour ne citer que ces partis politiques. Ils comptent participer aux élections législatives du 7 février. Les leaders de l'UMP et du RRD respectent la position de leur père, mais n'entendent pas s'y plier, surtout à leur volonté d'empêcher la tenue de ces élections. Mamadou Sadio Baldé et Tierno Sadouba les ont rencontrés. Boubacar Sidiki Diallo et Abdoulaye Kourma respectent la volonté de l'opposition de vouloir boycotter les élections législatives. Il y a eu des moments où le candidat Alpha Condé a refusé d'aller aux élections. Les Guinéens sont partis voter, les institutions ont continué à fonctionner. Donc chaque parti politique est libre de participer ou de ne pas participer à une élection. Boycotter une élection, un droit pour chaque formation politique, mais menacer d'empêcher les citoyens d'élire leurs députés est incompréhensible pour Boubacar Sidiki, un acte de rébellion pour Abdoulaye Kourma. Boycotter une élection ou ne pas participer à une élection est un droit. Mais empêcher la tenue d'une élection est un acte de rébellion. Mais lorsqu'ils affirment qu'ils vont empêcher les autres qui veulent aller d'aller, c'est qu'ils sont en train d'enfreindre un principe constitutionnel et ce principe constitutionnel qu'ils disent défendre. Si les éventuelles crises politiques sont imputables à la CENI, la classe politique, elle aussi, a sa part de responsabilité. Depuis 6 ans, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG sont en train de falsifier toutes les lois de la République et les mettre conformément à des accords politiques que les deux blocs ont fait, aidés par l'UFR. Si un de ces acteurs qui se sent lésé dans ce duel dit que je ne vais pas parce qu'il y a eu ça, on peut le comprendre. Il a essayé, il a pactisé avec le diable, mais sauf que le diable l'a emporté. Mais on ne le comprendrait pas dans la dimension où il veut nous empêcher, nous, d'exprimer notre faculté constitutionnelle. Ah là, c'est tout faux. Abdoulaye Kourma s'apprête à porter plainte contre la CENI si la date de législative est reportée. Nous allons participer, quelle qu'en soit la manière dont nous allons participer aux élections. Et si l'élection n'est pas lieu le 16, nous allons porter plainte contre la CENI pour nous rembourser, parce que nous sommes dans le processus, nous avons mené des dépenses, nous sommes en train d'effectuer les dépenses. Le projet de nouvelle constitution rendu public par le chef de l'État continue de susciter des réactions. Dans la préfecture de Nzérékoré, les citoyens ont des avis divergents. Si certains se disent prêts à aller au référendum, d'autres proches du FNDC comptent plutôt mener des actions dans la région pour l'empêcher. Suivez les réactions croisées des jeunes dans ce reportage de Mohamed Aloussène Kamara, commenté par Mohamed Valek Touré. Nous sommes à Zali, capitale de la région forestière. Ici, nombreux sont des jeunes qui ne sont pas favorables au projet de changement de la Constitution proposé par le président de la République. Sa sortie sur la question inquiète bon nombre de ressortissants dans cette région qui estiment que le projet ne mérite pas d'être posé. Il doit s'attendre à une réaction à la hauteur de sa forfaiture. On ne se laissera pas faire. Le peuple va réagir. Ce projet de nouvelle constitution ne passera pas en Guinée ici.
dans aucune sous-préfecture du pays. Cela ne va pas être accepté. Et ce qui va en découler, il va porter la responsabilité. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Quand il change, parce qu'on ne sait pas à quel propos qu'il est prêt pour changer. Dans son adresse à la nation jeudi dernier, le président de la République a mis fin au suspense en mettant à la place publique le contenu de l'avant-projet. Certains jeunes des Ali rejettent le projet, mais d'autres sont bien d'accord avec le chef de l'État. Je suis favorable pour ça. Je ne trouve pas des inconvénients, puisque c'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. Si le peuple est pour la nouvelle constitution, je ne trouve pas de problème là-dessus. C'est une très bonne chose, puisqu'on ne connaît pas s'il quitte, c'est lui qui va venir. On ne connaît pas comment la nouvelle constitution, ce n'est pas ce qui est écrit dedans d'abord. Nous voulons avoir les tests et nous allons les rédiger, nous aussi les comprendre, et ce qui se trouve dedans. Si nous, Guinéens, nous parvenons à avoir de larges informations sur cette nouvelle constitution, et si nous voyons que vraiment ça fait le bonheur de la population, pourquoi pas ne pas être partant? Parce que tout le changement de la constitution, les gens sont basés seulement sur un éventuel troisième mandat. Les opposants au projet de nouvelle constitution à Zérékoré entendent mener des séries de manifestations pour empêcher tout projet de nouvelle constitution. Et puis cette autre actualité, la non-violence en milieu urbain, jeunesse et citoyenneté. C'est le thème choisi par l'ONG Agir pour le développement, pour la sensibilisation des jeunes afin de les amener à penser à leur avenir, de repousser l'indifférence, mais surtout de sauver le pays en cette période électorale. Mamadou Saliouba, Bakar Din Kamara pour le compte rendu. En Guinée, comme dans tous les pays du monde, les jeunes sont d'une potentialité inestimable. Ils sont une véritable source de développement, mais aussi une véritable bombe à retardement, surtout dans les pays diminués par le chômage et les tensions politiques. Lorsque les jeunes sont exclus, ils présentent des terreaux pour la violence, soit parce qu'ils ont un potentiel qu'ils n'ont pas pu exprimer. Cette frustration qui naît en eux peut causer une sorte de violence qu'ils peuvent exercer par eux-mêmes, soit par le suicide, soit une violence qu'ils peuvent aussi exercer vis-à-vis de la société, exprimée par des actes d'incivisme. Avec les jeunes, tout est possible. Et avec le contexte actuel, dominé par des élections, les violences en milieu urbain sont à craindre. Alors, l'ONG Agir pour le développement va à la rencontre des jeunes. Des causeries éducatives, des débats, mais aussi des sensibilisations pour changer les mentalités. Nos aïeux n'ont jamais voulu de la violence. Et pourtant, nous aujourd'hui, nous sommes très violents. Qu'est-ce que c'est cela? Donc on a voulu que les jeunes prennent conscience de la paix. Parce qu'on a un pays, Dieu merci, qui n'a jamais connu de guerre. Nous n'avons pas connu de terrorisme. La non-violence en milieu urbain, jeunesse et citoyenneté, c'est le thème qu'ont choisi les organisateurs. Ils veulent promouvoir la paix, les valeurs républicaines et surtout amener le public à cerner la différence entre civisme et citoyenneté. La jeunesse guinéenne, ça fait à peu près plus de la moitié de la population, à peu près 105%. Parler donc de cette jeunesse, c'est déjà parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire d'une frange de la population la plus grande. La seconde chose, la citoyenneté, parce que c'est le problème auquel nous sommes confrontés le plus. Lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle de civisme, du respect de la loi, de la civilité, du respect de la différence qu'on peut avoir vis-à-vis des autres pour leur opinion. Depuis quelques mois, la Guinée est plongée dans une série de contestations. Des élections sont en vue, c'est le moment ou jamais pour sensibiliser les jeunes. Ouverture ce lundi à Conakry du séminaire des experts sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Placé sous la présidence du chef du gouvernement, ce sont plus de 15 pays qui prennent part à cette rencontre d'échange pour une meilleure insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. Les images d'Ibrahima Sori Kamara sont commentées par Rosaline Goto-Monemo. Ce séminaire des experts au dire de la ministre guinéenne de l'Action sociale revêt 3 objectifs. Il s'agit de faire découvrir aux délégués des pays participants le programme de la Guinée sur le handicap. C'est aussi l'occasion pour échanger les expériences fondées sur des réalités
autant similaires que différentes. Comme troisième objectif et dans la logique d'une intégration, ces assises vont offrir l'opportunité de valider le plan d'action du handicap dans l'espace OCI. Le handicap est désormais reconnu comme une priorité sociale dans le plan national de développement économique et social. La tenue de ce séminaire à Conakry est une preuve tangible de l'engagement du gouvernement guinéen aux activités et aux programmes de l'OCI, reconnaît la directrice du département Affaires sociales de cette organisation. C'est aussi une marque de l'engagement des autorités envers des questions sociales, notamment en faveur de la dignité des personnes en situation de handicap. Nous avons l'intime conviction que le développement humain en général et dans les États membres en particulier est assujetti à l'investissement dans la protection sociale. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance par l'OCI de l'importance du bien-être et de la sécurité sociale pour les personnes handicapées. C'est pourquoi, depuis quelques années, le gouvernement guinéen a réussi le pari de passer de la célébration de la Journée internationale du handicap à la quinzaine, puis au mois dédié aux personnes vivant avec le handicap. L'avantage de mutualiser les efforts. De ces 2 jours de conclave, un plan d'action sera élaboré avec comme objectif promouvoir la coopération entre les États membres dans le but de résoudre les problèmes communs auxquels font face les personnes vivant avec un handicap. En 2020, le franc CFA va disparaître au profit de la nouvelle monnaie appelée ECO. La France et les pays membres de l'UEMOA sont parvenus à un accord. L'annonce a été faite le week-end dernier par le président français Emmanuel Macron en marge d'une visite en Côte d'Ivoire. Alors, quel sera l'impact du passage du franc CFA à l'ECO? Nous avons posé la question aux économistes guinéens qui répondent à Mamadou Boy Diallo et à Abakar Dine Kamara. Héritage du lien entre la France et ses anciennes colonies africaines, très contesté sur place, le franc CFA va disparaître en 2020 dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest au profit d'une nouvelle monnaie, l'ECO. Cette réforme monétaire est saluée dans de nombreux milieux financiers, mais elle n'est pas sans conséquences sur les économies des pays membres de l'UEMOA, notamment sur la garantie du principe de parité. Aujourd'hui, la Chine, c'est un grand partenaire de ces pays. Aller vers un taux de change fixe avec une convertibilité qui est assurée par rapport à l'euro me laisse un petit peu perplexe. C'est le principe de la fixité de parité entre l'ECO et l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 euro va être égal à 655,957 ECO. Cela ne changera pas. Certes, le franc CFA disparaît, mais les principes qui régissent son fonctionnement seront les mêmes pour la nouvelle monnaie, l'ECO. Ce qui pose le problème de gestion des réserves de change. Avoir des réserves de change permet non seulement de faire face au déficit de la balance commerciale, au déficit de la balance de paiement, mais aussi aux besoins de stabilisation de la monnaie locale. L'autre souci, c'est la non-convertibilité de l'ECO face aux monnaies étrangères, notamment le dollar ou le yen chinois. De ce fait, des approches de solutions existent pour faire de l'ECO une monnaie convertible partout. Un pays qui est souverain pendant 60 ans, plus de 60 ans pour certains, il ne faut plus qu'on accepte que notre monnaie soit garantie par un autre pays, par un pays étranger. Il faut aller vers une intégration monétaire avec un régime de ciblage d'inflation qui est soutenu par un régime de change flexible. Le franc CFA a été créé en 1945 avec l'obligation pour les États membres de l'UEMOA de verser de nos jours 50% de leurs réserves de change dans un compte public français. Oui à une nouvelle monnaie, mais une monnaie forte et convertible, concluent nos interlocuteurs.
La chenille légionnaire menace les cultures dans certaines régions de la Guinée. Une menace réelle prise au sérieux par le ministère de l'Agriculture qui vient de bénéficier d'un don d'équipements de surveillance et d'intrants pour l'assistance d'urgence. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, la BAD. Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. Selon les experts, la présence de cette chenille légionnaire d'automne a été observée en juillet 2017 dans les régions de Kindia et Mamou sur le maïs. Mais de nos jours, après une étude prospective appuyée par la FAO, il a été aussi relevé que toutes les préfectures ont notifié la présence de cet insecte sur d'autres cultures comme le sorgho, le mil, le piment et l'aubergine. C'est un nuisible qui est là, qui est présent, qui n'est pas venu pour s'en aller, qui s'adapte et qu'il faudra contrôler et non éliminer. Étant donné qu'elle va définir des interrelations avec d'autres espèces biologiques au niveau national, il faudra voir comment contrôler ce nouvel équilibre. Aujourd'hui, au niveau de la FAO, on a pu comprendre que à travers une approche intégrée, c'est-à-dire la connaissance, il faut d'abord que les producteurs qui sont là arrivent à reconnaître la chenille légionnaire. À partir d'une certaine surveillance des services de vulgarisation, nous pouvons contrôler. C'est dans cette optique que la FAO et le groupe de la Banque africaine de développement ont signé un accord de don d'aide d'urgence pour la lutte contre cet insecte d'un montant d'1 million de dollars avec comme objectif favoriser la gestion intégrée et durable de cette chenille, doter les services de protection des végétaux et de la recherche agricole des capacités techniques et matérielles pour l'identification, le suivi et le contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Le don est composé de 300 téléphones smartphones avec l'application fameuse déjà installée pour la collecte de données, de pièges à phéromones et des leurres, des intrants agricoles qui vont être remis aux familles affectées par cette chenille. Je reste convaincu qu'avec l'appui de la FAO, les services techniques de mon département ne ménageront aucun effort pour réduire significativement les dégâts causés par ces nuisibles. À ce don s'ajoutent aussi 90 tonnes d'engrais et la même quantité en semences qui vont être distribuées à près de 500 ménages dans les zones touchées par la chenille légionnaire d'automne. Autre élément de l'actualité nationale, forum de lutte contre la pauvreté des femmes de Guinée par la formation. C'est une rencontre qui a réuni le week-end dernier à Fria des femmes de la préfecture avec pour thème central l'autonomisation financière des femmes et paix en Guinée. Ce forum a planché sur l'autoprise en charge de la couche féminine en vue de sa participation active au développement du pays. Alseni Bari, Ibrahima Souma. Les femmes ont une importance capitale dans le développement d'une nation. Dans le pire des cas, si elles ne sont pas instruites, elles doivent apprendre un métier, aider la famille et la communauté. Elles ont également un rôle, celui de promouvoir la paix et la culture sociale. À travers ce forum qui a duré 2 jours, les conseils utiles ont été prodigués. Ce matin en Fria, nous avons un objectif unique et simple. Lutter contre le conflit qui est là et instaurer la paix avant de quitter. C'est l'objectif phare. Et nous passons par la formation en autonomisation financière pour accompagner les femmes financièrement dans leur activité quotidienne avec nos partenaires de banques tels qu'Yété Mali. Pour cette année, c'est sur le thème autonomisation financière des femmes et paix en Guinée que se poursuit cette initiative. Le choix de la ville de Fria n'est pas fortuit. La préfecture est dirigée par une femme. Les directions préfectorales de l'action sociale et de l'éducation sont toutes dirigées par des femmes. Je conseille toutes les femmes de Fria à se donner la main, à essayer de valoriser leur métier, parce que quel qu'en soit le métier que tu as, si tu ne valorises pas le métier ne va pas de sens. Donc j'invite les femmes de Fria à se donner la main, à se battre, qu'elles soient instruites ou non instruites. Une femme peut ne pas être instruite, mais leader. L'Union des engagements féminins pour l'Afrique a été créée en 2015 et elle a déjà réalisé pareille activité à Dabola, Mandiana et Zérékoré. Public reportage signé Alseni Bari. Revenons à présent sur cet élément annoncé à l'entame de ce journal.
concernant la CENI, accusée de privilégier des localités au détriment de certaines autres. La CENI apporte des précisions. La directrice du département fichier électoral de l'institution est revenue sur les résultats de quelques anomalies déjà corrigées. Ce sont les cas de radiation des personnes décédées. La ville de Dalaba vient en tête avec un taux élevé d'anomalies selon Guinabou Touré, que je vous propose d'écouter. Dalaba, 7321 cas d'anomalie, qui est la première préfecture. Ensuite, la deuxième préfecture, peut-être ils n'ont pas bien compris, c'est Bofa avec 4458 cas. C'est Gawal avec 2326 en quatrième. Donc, on a classifié ces localités-là. Et Dubreka qui en a fait 2000. Maintenant, à partir de 1000, c'est Dixine, Ratoma, Kankan qui ont 1000 cas. Quand appelle-t-on anomalie? Là, vous voyez là un certificat de décès. On nous remonte comme ça, on dit que cette personne est décédée. Il n'y a ni le numéro d'identification de l'électeur, il n'y a pas sa fiche d'identification, c'est signé de personne. Allez-vous radier une personne comme ça? Vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun document qui justifie. Ça, c'est un premier cas qu'on a appelé les types d'anomalies sur les certificats de décès. Vous avez un deuxième cas. Vous voyez, c'est signé là, du notable 1, 2, et c'est cacheté. OK? Maintenant, la personne qui est là, on ne le traite pas parce que c'est une personne qui est radiée pour cause de doublon. Sa dernière inscription est dans une autre préfecture. C'est un doublon confirmé, archivé depuis 2015. Donc, il est dans une autre préfecture parce qu'il s'est inscrit là-bas en dernière position. Mais dans sa localité, on le déclare décédé. C'est un cas d'anomalie, on ne le traite pas. N'est-ce pas? Ensuite, vous voyez, ce certificat-là, ils ont juste mis le formulaire de radiation. Il n'y a pas un certificat de radiation qui l'accompagne. Et un certificat de décès qui l'accompagne. La loi dit qu'il faut justifier le décès pour pouvoir radier la personne. On ne le traite pas. Lancement officiel ce lundi 23 décembre 2019 à Tambacounda, au Sénégal, de la 30e édition de la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité sous la haute autorité du président sénégalais Macky Sall. Pendant plusieurs jours, des activités sportives et culturelles seront au rendez-vous. L'objectif de cette compétition, qui regroupe 6 pays. Le stade régional de la ville de Tambacounda, capitale du Sénégal oriental, a abrité cette cérémonie de lancement officiel qui a démarré par le défilé et la prestation des différentes délégations, toutes vêtues en uniforme. Après cette étape, le maire de la commune urbaine passe à la tribune pour son discours de bienvenue. Distingués invités à vos titres, rangs et qualités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à la population de Tambacounda et à nos invités pour les souhaiter la bienvenue dans notre chère commune. À l'occasion de la 30e édition de la SAFRA, Semaine de l'amitié et de la fraternité en Afrique de l'Ouest. Après 38 ans d'existence, la Semaine de l'amitié et de la fraternité continue son chemin vers l'intégration des peuples de cet espace transfrontalier, ce dans le respect des idéaux qu'elle s'est fixés depuis sa création. Mais beaucoup reste à faire. Dans l'Afrique, il n'y a qu'une seule organisation de cette taille, c'est la SAFRA. Alors ce que nous voulons, c'est que nos chefs d'État s'approprient de la SAFRA. Nos chefs d'État nous aident dans la SAFRA. Nos chefs d'État nous viennent en aide. Nos chefs d'État comprennent que la SAFRA, pour régler des choses que les chefs d'État ne peuvent pas régler, que les États eux-mêmes ne peuvent pas régler. Dans son discours d'ouverture officiel de cette 30e édition, le gouverneur de Tambacounda a quant à lui rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs de la SAFRA, notamment les jeunes de Kaï au Mali et ceux de Tamba. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec nous que la SAFRA a été une initiative noble, une initiative généreuse des pères fondateurs. La SAFRA, c'est la diplomatie des peuples à côté de la diplomatie des États. C'est une diplomatie efficace à l'échelle des hommes et des femmes de l'espace SAFRA.
Voilà donc à l'instant cette 30e édition de la Safra à Tambacounda au Sénégal avec Baïloba et Sanifouli Fossissé, nos correspondants de Bokeh qui étaient présents. Ailleurs dans le monde, sapins de Noël, bonnets rouges et bruches, plusieurs dizaines de cheminots grévistes se rassemblent devant la gare des Aubrais, près d'Orléans, pour fêter Noël autour d'un banquet et rester mobilisés contre la réforme des retraites du gouvernement français. Suivez. Alors, c'est le banquet de Noël des cheminots grévistes d'Orléans-les-Aubrais. On l'a organisé déjà pour faire un petit moment revendicatif certes, mais convivial aussi pour tous ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre. La question de la trêve, on a été obligé de la poser pour une question purement démocratique. On m'a répondu grève, pas trêve. Donc personne n'avait envie de faire la trêve. Donc on continue. Là, le mouvement a été reconduit jusqu'au vendredi 27 décembre. L'intérêt, c'est de montrer qu'on est toujours là. Et c'est l'intérêt aussi d'être ensemble. Et dans la convivialité, malgré un climat social pesant, voilà, ça permet de se retrouver et de se sentir mieux. Ailleurs dans le monde, toujours à l'approche des fêtes de fin d'année, la Laponie, région de la plus septentrionale de Finlande, accueille un nombre record de vacanciers à la recherche d'une expérience de Noël authentique dans l'une des plus grandes zones sauvages d'Europe. Le tourisme contribue largement à l'économie locale, mais l'impact d'un grand nombre de visiteurs sur l'environnement arctique vulnérable et sur la population autochtone locale inquiète. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Mariam Fodé Camara et par l'ensemble de toute la rédaction politique et technique. Bonne fête de Noël à tous et à toutes et que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Continuez de suivre Espace TV, la télévision numéro 1 de Guinée. Au revoir. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs, Kalak Radio est là pour vous.